Si j'avais su que ça allait être si passionnant d'avoir des enfants, j'en aurais fait plus tôt. J'avais une image un peu nunuche de la maternité, des centres d'intérêt. J'avais pas du tout capté la puissance, en fait, de la vie. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Laura Domange pour Simply Well. On va parler de sa vie d'artiste, de santé mentale et de maternité. Vous connaissez mon travail, quand je le termine, c'est la nuit et je suis très maquillée. Dois-je préciser que je suis une personne qui se produit sur scène? Sans doute, car il est vrai que parfois, moi-même, je me demande ce que je fous quand je vois que sur Google, mon nom est associé à un tarif. Laura Domange, 20 €. Ça fait mal au cul et pourtant, ce n'est pas lui que je vends. Quand je vois des humoristes, quand je vais voir des spectacles, etc., je me dis comment ils se sentent avant. Franchement, j'avais des vraies angoisses de mort. Je pensais vraiment qu'il n'y avait pas d'après. En fait, je ne comprenais pas pourquoi je montais sur scène, alors que ça réunissait tout ce que je voulais faire. Mais j'étais pas heureuse. Dans ton spectacle, t'as parlé de la grossesse gériatrique, si je me trompe pas, donc quand on dépasse un certain âge. Comment t'as vécu justement ça aussi? Comme d'habitude, on a quand même une vraie capacité, les femmes, à encaisser la violence. Ça n'a pas été une option de le garder ou pas, cet enfant, parce que je savais aussi que je suis pas non plus toute jeune et qu'il y aurait pas forcément d'autres opportunités. Si là, je disais ciao à la maternité, peut-être que je lui disais définitivement adieu et j'étais pas prête pour ça. Mais est-ce que t'avais quand même des peurs, des appréhensions, notamment à ton métier? Oui, j'en ai encore. Je me tais parce que j'ai pas envie. Les gens font très vite les questions et les réponses du type, maintenant qu'elle a un gosse, elle a d'autres chats à fouetter. Or non, maintenant qu'elle a un gosse, elle a quand même encore envie de continuer à travailler et en plus elle en a besoin. Ouais, c'est vrai. Moi je trouve qu'on est assez héroïque parce qu'on arrive à tout mener de front, quoi. Du coup, tu dirais que le milieu artistique en fait est pas encore assez bienveillant en fait envers les... Non, il est pas bienveillant, c'est même pas qu'il est pas bienveillant, c'est qu'il est en plus... On espère que vous avez passé des super vacances de fin d'année. Nous, on s'est éclatés. Avant de vous laisser avec cet épisode, vous connaissez le drill. On like, on partage, on commente. Et si vous voulez nous laisser un petit 5 étoiles sur la plateforme audio de votre choix, promis, ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, je vous laisse avec cet épisode de folie avec Laura. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simply Well par Bien-être Simple. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Laura Domange. Ensemble, on va parler de maternité, de santé mentale et de vie d'artiste. Bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup qui te connaissent, mais pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bien sûr. Je m'appelle donc Laura Domange, je suis comédienne, autrice et humoriste. Voilà. J'aime beaucoup ce que tu fais sur Teva, honnêtement. Je m'éclate de rire à chaque fois. Merci beaucoup. Les petits sketchs, les petits personnages. Je me demandais un petit peu, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours pour en arriver là où t'en es aujourd'hui? Bien sûr. Moi, quand j'étais petite, par hasard, je suis rentrée dans une compagnie professionnelle de théâtre pour enfants. En fait, je voulais prendre des cours de théâtre et il se trouve qu'au moment où j'ai voulu m'inscrire, eux, ils étaient en train de faire des castings pour la troupe professionnelle et il y a eu une confusion. Ils ont cru que je voulais passer le casting. Alors moi, je voulais juste m'inscrire dans leur cours. Et donc, en fait, j'ai été engagée dans la troupe comme ça pendant 3 ans. Donc, c'est tout de suite été un métier. Ça a jamais été un loisir pour moi de monter sur scène. Je me suis toujours éclatée, mais ça a toujours eu une dynamique professionnelle tout de suite, en fait, dès que j'ai eu 10 ans. Et donc voilà, une fois que j'avais lancé la machine, c'était très difficile d'en sortir parce que en parallèle, j'allais à l'école. Pour moi, je m'éclatais. C'était extraordinaire pour moi de vivre ça, mais il y avait un vrai décalage entre ce que je vivais à l'école, comme une petite fille qui était en CM2, je sais pas quel est l'équivalent au Canada, et ce que je vivais sur scène le soir, la vie de troupe, etc. Donc il fallait que je tienne à l'école. L'idée, c'était que si on chutait notre moyenne scolaire, on était dégagé de la troupe. Donc, il fallait assurer dans les deux domaines, ce qui m'a donné très, très jeune le goût de l'effort et du travail. Donc, jusqu'à mes 13 ans, j'étais dans cette troupe de théâtre. Et puis après, j'étais plus enfant. Ça se voyait physiquement. Donc, l'aventure troupe s'est terminée. Et ça a été très difficile pour moi de ne faire que ça et d'être juste à l'école. Donc, par tous les moyens que j'avais possibles et imaginables, je montais des magazines, je montais des spectacles quand même dans la cour de l'école, je faisais des manifs. Enfin, franchement, je faisais tout pour pouvoir avoir une vie un peu plus palpitante que celle qu'on me proposait à mon âge. Et puis, je suis allée jusqu'au bac. Et après le bac, c'était donc le deal avec mes parents. Et après le bac, j'ai monté ma troupe de théâtre direct et j'ai intégré une école de théâtre professionnelle. Et j'ai écrit mes parents étaient très flippés. Je leur ai dit, mais
il voulait absolument que je fasse des études en parallèle et je disais tout le temps que je vais passer à faire des études, c'est du temps que je consacrerai pas au métier que je veux faire. Donc c'est pas vraiment laisser la chance à ce que je veux faire. Donc il fallait que j'assure, au moins pour les rassurer et pour me rassurer aussi. Donc j'ai tout de suite monté ma troupe de théâtre, j'ai écrit un spectacle et on n'avait pas d'argent pour payer les costumes et tout, donc on a joué dans le métro des petites scènes de théâtre et on passait le chapeau après et c'est comme ça qu'on a pu obtenir les premiers fonds pour monter le premier spectacle que j'ai écrit. Et puis j'ai eu un creux de vague quand je suis sortie d'école de théâtre parce que je me suis confrontée à la réalité du marché qui était très difficile dans la mesure où personne ne nous attend. Et même si j'étais un élément très fort, très dynamique quand j'étais à l'école, bah la réalité fait qu'on est énormément nombreuses en sortant. Et puis il y a beaucoup de filles super talentueuses. Et à l'époque, les rôles féminins, il n'y en avait pas des masses en fait. Et moi, j'aimais pas trop ce qu'on me proposait. J'avais vraiment envie de faire de la comédie, d'être dans aucune case, de casser les murs en fait. Donc je me suis dit au lieu de me plaindre, je vais m'écrire mes propres rôles. Et j'ai été encouragée par un ancien prof de théâtre à moi qui m'a dit il faut que tu te lances en one. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, beaucoup de portes se sont ouvertes en fait. Tous les murs que je me prenais avant, tout d'un coup, là, il y a quelque chose qui coulait. Voilà. Mais est-ce que t'aimes ça, être seule sur scène ou est-ce que tu préfères toujours la troupe non, ou l'échange? Ouais. Maintenant, j'adore aussi être seule sur scène parce que c'est un peu l'endroit de tous les possibles et j'estime que je suis pas seule parce que je suis vraiment avec le public et c'est vraiment un dialogue avec le public. Et je joue beaucoup avec lui. Donc, ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est le côté sans concession. Là où, quand on est en troupe, on est obligé de faire des concessions. Là, et puis il y a pas le même sens des priorités. C'est-à-dire que le sens premier de la priorité quand on est seul sur scène, c'est le ici et maintenant. Ce qui se passe là devant vous au présent. Peu importe si on sort du texte, si on sort de l'histoire qu'on doit raconter, ce qui compte, c'est le moment qu'on est en train de vivre là maintenant. Alors que dans une troupe, eh bien, on est quand même soumis à une histoire qu'on n'a pas forcément écrite, à une mise en scène dont on n'est pas forcément non plus le chef d'orchestre, et il faut quand même donner les rendez-vous qu'on s'est calés avec les partenaires. Donc, non, le ici et maintenant, il a une beaucoup moins grande mesure, en fait. Il prend beaucoup moins de place. Donc, c'est du coup un peu plus frustrant. Mais d'un autre côté, c'est tellement plus joyeux de sortir de scène, d'être avec ses potes, de partager des sensations fortes ensemble. Parce que je peux vous dire que parfois, quand vous prenez des gros shots d'adrénaline, que vous jouez devant 800 personnes et que vous rentrez chez vous et qu'il y a 8 rappels de la sécurité sociale qui vous dit que vous n'avez pas rempli tel formulaire et que vous vous tapez à faire de l'administratif à minuit, vraiment on se dit, oh là là, mais la loose, c'est horrible, la vie est horrible et on n'a pas le temps de péter les succès non plus, quoi. Donc, voilà, c'est autre chose. Le gros décalage assez violent entre les deux. Clairement. Et je me demandais justement, enfin c'est une question que je me pose toujours quand je vois des humoristes, quand je vais voir des spectacles, etc. Je me dis comment ils se sentent avant que le spectacle commence et comment ils se sentent après. Ouais. Avant, moi, pendant très 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 longtemps, c'était horrible. Franchement, j'avais des vraies angoisses de mort. Je pensais vraiment qu'il n'y avait pas d'après, en fait. C'est pour ça que j'appelle ça des angoisses de mort. Il n'y avait pas d'après. C'était terrible et je m'interdisais de vivre, je m'interdisais d'être heureuse. Je marchais à la méritocratie. Il fallait que j'avais le droit de vivre du kiff si j'avais bien joué. Voilà, c'était je m'étais auto-conditionnée comme ça. Donc il fallait que la journée, mais que rien ne se passe, que j'ai aucune contrariété, que rien puisse entraver, me déstabiliser d'une manière ou d'une autre pour la représentation qui avait lieu le soir. Donc c'était catastrophique. Je me torturais très très fort et puis on commençait à tout intellectualiser, à devenir très superstitieuse, à tout ritualiser parce que voilà, la dernière fois j'ai bu 2 coca avant de monter sur scène et ça s'est bien passé, donc maintenant je vais toujours boire 2 coca. Voilà, il y a tout un truc comme ça devient complètement maladif, hein. Et puis au bout d'un moment, à force de côtoyer des humoristes qui eux en avaient, pardon pour l'expression, rien à foutre. Mais vraiment, je les voyais, ils étaient là en plateau, ils étaient détendus. Je disais, qu'est-ce que tu vas jouer? Oh, je sais pas. Quoi, tu sais pas? Mais non, voilà, on a 5 minutes sur scène, tu vas parler de quoi? Oh, je sais pas, je verrai. Je verrai? Mais comment tu fais? Moi, ça fait 3 semaines que je sais exactement ce que je vais dire à la virgule près. Et je trouvais ça fou. Et au bout d'un moment, il y a un humoriste qui m'a dit, en fait, il faut que tu joues plus. Il faut que tu joues tout le temps, tous les jours, même plusieurs fois par jour. Parce que du coup, le bide va devenir une anecdote. C'est-à-dire que si cette scène se passe mal, c'est pas grave. 1 heure après, tu vas rejouer et ça se passera mieux. Et puis ça se repasse mal, ça veut dire qu'il faut que tu changes ton texte et c'est pas grave. Demain, tu vas rejouer et ça ira mieux, etc., etc. Il dit, il faut pas sacraliser la scène comme ça. Il faut que ça devienne une routine et avec des jours bons et des jours moins bons, comme à l'image de la vie en fait, tout simplement. Et c'est vrai, je pensais que
que jamais j'allais atteindre ce niveau de détachement. Et c'est vrai que désormais, je l'ai atteint aussi parce que je crois que j'ai enfin un spectacle qui me correspond à 1 milliard de pourcents. Enfin, en tout cas, jusqu'avant ma maternité, il m'a correspondu à 1 milliard de pourcents. Et je l'ai écrit seule, j'ai travaillé seule, j'ai choisi les personnes qui m'ont aidée sur des choses très précises. Et donc, je me suis vraiment sentie maître de mes moyens, en pleine possession. Et ça a mis énormément de temps avant que je sente ça, et je pense que c'était pas une vue de l'esprit. C'est qu'avant, j'étais pas assez forte, tout simplement. Si on commence directement, quand on fait du ski par une piste rouge, c'est normal qu'on soit hyper flippé, en fait. Et que si on se casse la gueule, ça peut être fatal. Alors que si vous avez de la technicité, a priori, ça va aller mieux, vous aurez moins d'appréhension, et vous pouvez faire une chute, mais déjà, vous pouvez souvent vous rattraper. On n'est jamais à l'abri d'une grosse cascade, mais quand même, il y a quelque chose de plus maîtrisé. Et ça, le temps et l'expérience, on peut pas le comprimer. C'est pas possible. Complètement. Enfin, moi, je sais pas comment je le vivrais, mais je pense qu'il y a le côté vraiment santé mentale après qui en prend un coup, estime de soi, vraiment. Toi, t'as été suivie par une psy pendant toutes ces années. Est-ce que tu continues encore aujourd'hui? Si vous avez le contact d'un bon thérapeute, je veux bien, parce qu'il faut que je reprenne. J'ai été suivie, ouais. J'ai commencé vraiment quand je suis montée seule sur scène. C'est là où j'ai commencé une thérapie parce que j'étais vraiment face à des angoisses terribles, où tout d'un coup, en fait, je ne comprenais pas pourquoi je montais sur scène, alors que ça réunissait tout ce que je voulais faire. Monter sur scène, faire rire les gens, être autonome, créer le travail et ne pas l'attendre. Donc en fait, ça réunissait absolument tout ce que je voulais, mais j'étais pas heureuse. C'était horrible. J'étais pas heureuse du tout. J'avais envie de crever et je comprenais pas pourquoi je m'acharnais. Alors, il fallait dire, ok, t'arrêtes si ça te rend malheureuse. Non, je m'acharnais et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai toujours pas compris pourquoi, mais je sais qu'à un moment, quand j'ai touché du doigt je pense qu'intérieurement, je savais qu'il y avait du kiff à la clé, mais que j'étais pas encore prête pour le vivre. Et quand j'ai commencé à toucher du doigt le kiff, j'ai fait, ah ouais, c'est pour ça que je me suis battue toutes ces années, j'ai bien fait. Ouais, cette adrénaline-là et le contact avec les gens te nourrissent. Ouais. Incroyablement. Et même le rythme de vie, moi, j'adore le soir. Je suis quelqu'un du soir et je trouve ça terrible quand la nuit tombe, que tout le monde rentre chez soi. Ça m'a toujours angoissée. Alors que là, quand tout le monde rentre chez soi, moi, je sors. C'est le moment où je pars et tac, se saper et tout. Ou justement, non, ne pas se saper quand tout le monde est sapé. Enfin, en fait, il y a un rapport à ça que j'adore, et puis voir les gens qui eux sortent du bureau et donc réussir à les sortir un peu aussi de leur tête, c'est trop bien, c'est délicieux quoi. Et comment tu te sens après un spectacle justement? Souvent hyper énergique parce que j'ai dû déployer tellement d'énergie pour en donner que j'ai du mal à redescendre tout de suite. J'ai besoin d'un long sas de décompression quoi. Ouais. Après, je suis montée sur scène enceinte, très très enceinte. J'ai joué jusqu'à 7 mois et demi de grossesse et vraiment, je pensais à chaque fois sur scène, je me disais, je vais pas aller au bout, là, je vais pas réussir à aller au bout. Donc quand je chantais, j'étais vraiment vraiment vidée, vraiment. Mais quand même, j'avais une petite pile. Mais ouais. Et ça, vraiment, c'est les seuls moments où j'étais vidée, où j'avais qu'une hâte, c'était me télétransporter dans mon lit, le savoir qu'il y avait un trajet du théâtre jusqu'à chez moi, c'était horrible. C'est intense. Mais non, sinon, je suis très, très énergique après les spectacles, ouais. T'arrives à dormir ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais, non, c'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça que il y a beaucoup de comédiens quand même, je sais pas comment ça se passe au Canada, mais en France, il y a beaucoup de comédiens assez alcooliques. Parce qu'en fait, c'est un métier où vous le pratiquez tous les jours, mais quand les gens viennent vous voir, c'est leur sortie. Donc, qui dit sortie, dit qu'après ils vont au resto, avec vous ou pas, machin, ils boivent des coups et tout ça. Et donc, si vous prenez au jeu d'être sur le même rythme que les autres, vous picolez tous les soirs. Et en fait, picoler, ça fait redescendre un peu la pression. Il y a un côté, ça apaise et tout. Et donc ça, moi, quand j'étais dans le théâtre, j'ai vu ça arriver. Et c'est dans le stand-up que j'ai rencontré l'inverse, parce que il y a beaucoup de gens, pour le coup, qui ne boivent pas du tout d'alcool. Du fait des religions aussi. Il y a pas mal de musulmans quand même, mais le fait est que c'est une réalité en France dans le stand-up, et donc qui ne boivent pas d'alcool après le spectacle. Et moi, j'ai appris de ça. J'ai fait, qu'est-ce que tu prends?
Ah ouais, une grenadine, ah ouais, je l'ai testé. Et en fait, je me suis complètement déshabituée de la petite bière après le spectacle, et ce qui est vachement bien. Donc, j'ai troqué ça par un sirop de fraise, et c'est pas mal parce que ça apprend aussi à se calmer autrement, pas de façon artificielle, en fait. Du coup, toi, t'es devenue maman cette année. Félicitations. Merci. Ça a dû être un gros chamboulement. Oui. Est-ce que ça a toujours été dans tes plans? Ça a toujours été une envie, un rêve? Ou alors, ok, c'est ça. Jamais. Je voulais pas d'enfant. Pas du tout. Je voulais vraiment pas d'enfant. Et ça a été un peu un coup du destin. Il se trouve que je suis avec... je savais que si je tombais enceinte de la personne avec qui je suis, j'avorterais pas. Parce que c'est clairement le père parfait. Et lui, c'était son rêve dans la vie d'avoir un enfant et tout. Donc, je savais que si ça devait arriver, ça serait il fallait que je l'accepte et ça allait être un coup du destin. Et ça a vraiment été un coup du destin. Ça a été vraiment un peu un cadeau du ciel, on va dire ça. Parce que désormais, j'ai vraiment changé d'avis sur la question. Si j'avais su que ça allait être si passionnant d'avoir des enfants, j'en aurais fait plus tôt. Je sais pas, je me suis fait une image très bizarre de la maternité. Je pense que c'est vraiment... voilà, encore une fois, les contours du patriarcat qui sont incarnés là-dedans. J'avais une image un peu nunuche de la maternité, des centres d'intérêt. J'avais pas du tout capté la puissance, en fait, de la vie qui se manifeste en permanence et à quel point c'est une deuxième naissance, un enfant. Je nais différemment, je me découvre être quelqu'un d'autre, je découvre mon mari être vraiment quelqu'un d'autre aussi. C'est exceptionnel. Et puis, c'est tout sauf une perte de temps. Moi, je peux regarder mon gosse juste rien faire et c'est passionnant. Enfin, ça vaut mieux que n'importe quel film de Spielberg, franchement. Je trouve ça justement intéressant le point de vue de l'opinion que tu avais potentiellement avant ou les idées que tu avais sur la maternité et quand tu le vis en fait à quel point ça a été différent pour toi. D'ailleurs justement t'en as parlé un petit peu, tu t'es lancé le pari fou de pendant cette grossesse là de faire un spectacle qui s'appelait Bonne Mère et en fait tu voulais le faire absolument avant d'accoucher justement si je me trompe pas pour pas te laisser influencer par l'accouchement et tout ça. Oui, en fait je voulais vraiment immortaliser les appréhensions que j'avais sur ma future maternité et je voulais faire ce spectacle, je voulais faire exister les questions avant d'avoir les réponses. Donc je me suis dit si je le fais pas maintenant enceinte, après je vais avoir les réponses, donc je vais pas passer par les questions. Or je pense que ces questions, je suis pas la seule à me les poser et ça peut un peu décomplexer certaines femmes et certains hommes aussi de voir quelqu'un qui les verbalise. D'autant que depuis que je suis maman, je n'ai plus aucun filtre émotionnel, plus aucun second degré sur tout ce qui touche aux enfants. Il y a des choses que je dis que je ne serais plus capable de dire parce que ça me fait pas rire du tout, quoi. Je suis là, arrêtez, faites pas de blagues sur les enfants. je suis complètement en empathie avec eux, c'est horrible. Donc heureusement que j'ai fait ce spectacle avant parce que là je serais là, oh non, je peux pas dire ça, oh c'est vache quand même. Et oui, donc j'ai écrit ce spectacle, ça a été une telle nécessité. Enfin, c'est-à-dire que moi, un bon passage de stand-up pour moi, j'ai besoin de 1 mois pour travailler 5 minutes. Voilà. 1 mois et demi. Et là, le spectacle, je l'ai écrit en 2 mois. 1 heure de spectacle en 2 mois. Tellement j'avais une urgence de dire toutes ces choses. Ça a coulé. C'était incroyable. Ça a été une fluidité folle. J'ai adoré. Et comment tu t'es sentie, toi, justement, pendant toute cette période de grossesse? Parce que la grossesse, c'est un challenge en soi. Ouais, j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré la grossesse de A à Z. Le seul truc qui m'est arrivé de relou, c'est que j'ai eu une fracture de fatigue. Je me suis cassé les côtes. Donc ça, c'était très douloureux, d'être sur scène avec un gros ventre et les côtes pétées, c'était vraiment très dur. Mais mais indépendamment de ça, j'ai adoré. Moi, j'ai pas eu de nausées, j'ai pas eu de trucs. Voilà, j'avais une puissance, une force, une clairvoyance. Oh, c'était magique. Et j'ai adoré ma fatigue aussi, parce que moi qui ai du mal à dormir, là je dormais bien, c'était dingue, j'adorais. Sauf le dernier mois où là j'en pouvais plus, j'étais énorme, il fallait que j'accouche. Mais bon, mis à part la grossophobie médicale aussi qui m'a saoulée parce que j'ai pris trop de poids. Ça c'est compliqué aussi, honnêtement. Déjà qu'on doit dealer avec notre propre image parce qu'on nous a tellement conditionnés à rester mince et à surveiller notre poids toute notre adolescence. Là, on doit dealer avec cette silhouette qui se déforme et en plus, on vient nous saouler en mode non, vous faites mal, vous allez faire du mal à votre enfant. Alors que franchement, on fait ce qu'on peut. Moi, je faisais ce que je pouvais. J'étais en tournée tout le temps, je travaillais 7 jours sur 7. J'étais obligée de manger, il fallait du carburant.
Ouais, non, mais c'est clair. Puis des fois aussi, on fait tout ce qu'il faut et Ouais. bébé est plus gros ou simplement c'est juste la nature qui fait que et on fait comme on peut. Et moi, je sais aussi que quand j'avais accouché, il y avait aussi beaucoup de pression sur le poids du bébé. Tu as allaité? J'ai allaité 3 mois, mais c'était très difficile pour moi. Ça m'a fait, j'ai eu beaucoup de douleurs. Oh, comme je compatis, oui, bah là aussi, le poids du bébé, ça a été un vrai sujet. L'allaitement, ça a été un vrai sujet parce que très clairement, il y a des bienfaits à l'allaitement qui sont, duquel moi je suis profondément convaincue. Un système immunitaire, même le relationnel, etc. Mais les inconvénients, ils sont énormes, du type santé mentale, intégrité physique, enfin, c'est terrible. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait aussi un poids, le poids de mon entourage qui me jugeait beaucoup du fait d'allaiter. Ma mère, ma belle-mère, qui sont vraiment d'une autre génération, qui savaient qu'est-ce que tu t'emmerdes, pourquoi tu t'emmerdes, c'est une révolution féministe, le biberon industriel. Et en fait, ça fait partie de toutes ces choses, effectivement, qui ont à un moment donné été des révolutions féministes sur lesquelles on revient aujourd'hui. Donc elles trouvent ça dingue, comme les protections menstruelles. Elles hallucinent, les culottes lavables, elles sont là, mais ça va pas. Nous, à l'époque, ça a été une libération qu'on n'ait pas à laver nos trucs. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites un sport d'arrière? Et elles ont entièrement raison, je comprends très très bien, c'est juste qu'on se situe maintenant sur d'autres types de féminisme, d'autres types de combats, et l'écologie, et machin, et trucs. Et moi, j'avais tellement peur d'être une mauvaise mère, tellement peur, que je me suis dit, au moins, je sais pas quelle éducation je lui donnerai, mais au moins je lui donne des anticorps. Donc je me suis acharnée sur l'allaitement, ça a été horrible, de A à Z, horrible. Et là, je suis en sevrage. Parce que je me suis dit, voilà, il faut que je voulais tenir jusqu'à 6 mois, comme le recommande l'OMS. Et en fait, c'est horrible, le sevrage. C'est horrible. C'est pareil, les engorgements, les trucs. Ouais. C'est très dur. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, tu parles aussi d'un autre type de pression, mais dans ton spectacle, tu as parlé de la grossesse gériatrique, si je me trompe pas, donc quand on dépasse un certain âge. Comment tu as vécu justement ça aussi C'est fou, hein. Comment je l'ai vécu comme d'habitude, hein, on a quand même une vraie capacité, les femmes, à encaisser la violence. Hein, donc, voilà, on encaisse la violence. Non, c'est pour ça aussi que j'ai un peu pris comme quand j'ai vu le test de grossesse positive, c'est pour ça que ça n'a pas été une option de le garder ou pas, cet enfant, parce que je savais aussi que je suis pas non plus toute jeune et qu'il y aurait pas forcément d'autres opportunités. Si là, je disais ciao à la maternité, peut-être que je lui disais définitivement adieu et j'étais pas prête pour ça. Donc c'est peut-être ça ce que ça a fait pour moi, la grossesse gériatrique. Et puis après, pour le reste, franchement, ça m'a tout de suite amusée. Enfin, c'est absurde. Je veux dire, on nous range dans une case de vieille schnock à 37 ans. Faut pas déconner quand même. C'est absurde. Vraiment. Et justement, est-ce que tu avais eu des appréhensions? Parce que tu sais que t'étais pas prête à ne pas être enceinte ou ne pas avoir cet enfant-là. Mais est-ce que tu avais quand même des peurs, des appréhensions, notamment à ton métier? Est-ce que le public comment ça allait se passer? Oui, j'en ai encore. Hein. J'en ai encore. Je trouve que c'est très difficile. Qu'il faut. Je sais qu'au Canada, vous avez 1 an de congé maternité. Ouais. Nous, c'est 3 mois, même pas. C'est très dur, en fait. C'est vraiment très, très... C'est 3 mois, fin de grossesse compris. Donc, reprendre le boulot à 2 mois quand le bébé a 2 mois, mais c'est horrible, en fait. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'il fallait que je me taise. Parce que déjà, j'ai dû... Quand j'étais enceinte, ça a été affreux. Il y a des opportunités de travail qui étaient mon rêve, qui me sont passées sous le nez. Dès qu'ils ont appris que j'étais enceinte, ils m'ont dit c'est non. Okay. Donc, ça a été très dur de renoncer à ça. Et puis, aujourd'hui encore, ça implique énormément de logistique, de contraintes et tout ça. Et je me tais parce que j'ai pas envie. Les gens font très vite les questions et les réponses du type, maintenant qu'elle a un gosse, elle a d'autres chats à fouetter. Or, non. Maintenant qu'elle a un gosse, elle a quand même encore envie de continuer à travailler et en plus elle en a besoin. Donc non, ne faites pas les questions et les réponses. Donc c'est vrai que je trouve ça très difficile cette espèce de pression qu'on ressent parce que un papa qui dit non je peux pas, je vais aller chercher mon fils à la crèche, c'est hyper attendrissant. Alors qu'une maman qui dit ça, c'est hyper relou. On dit voilà, ça y est, elle est nulle, elle a plus le cerveau au travail et tout, alors que franchement moi, je trouve qu'on est assez héroïque parce qu'on arrive à tout mener de front, quoi. Moi, j'hallucine, je revois, du coup, mon enfance. Je me dis, mais ma mère, elle était incroyable. Comment elle a fait? Non, vraiment. Moi aussi, ma grand-mère, des fois, je me dis, elle avait 2 enfants, elle travaillait pour mon grand-père, elle gérait la maison, elle faisait la cuisine maison, elle faisait mes meufs, genre, d'où tu sors ces super pouvoirs? C'est terrible.
Et du coup, est-ce que tu dirais que le milieu artistique, en fait, est pas encore assez bienveillant, en fait, envers les... Non. Il est pas bienveillant. C'est même pas qu'il est pas bienveillant, c'est qu'il est en plus, même légalement, il est pas fait pour. Par exemple, en tournée, j'ai besoin vu que j'allaite, je suis obligée de partir avec mon bébé. Je peux pas le laisser. Ouais. Donc, j'ai été obligée de partir avec mon bébé. Eh bien, ma production était d'accord pour payer une nounou, mais ça rentre pas dans les frais relatifs au spectacle. Donc, parce que quand je suis sur scène, qui le garde, le bébé? Sachant que c'est mon mari qui fait la régie du spectacle. Et ben, donc ça a été moi qui ai dû payer une nounou. Donc, c'est-à-dire que là, quand tu vois ton cachet qui est amputé du salaire de la nounou, tu te poses la question de pourquoi tu continues à travailler. Franchement, ça va pas, ça. Donc, c'est pas bien du tout. Non, le système n'est pas fait pour nous simplifier la vie et nous la complique énormément. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est pas comme un travail, je dirais, plus normal où on amène l'enfant à la garderie le matin, on va faire son travail, on le récupère le soir. Bon, on perd 1 heure par-ci par-là, mais là, c'est vraiment tout un réajustement, en fait, où en effet, tu vas pas laisser ton enfant seul et toi partir en tournée partout en France. Est-ce que ça te stresse, toute cette situation-là, de gérer ton enfant, gérer ta carrière? Est-ce que c'est quelque chose qui te... Oui. Ouais. Très, très honnêtement, oui. Je sais que la pensée positive et la loi de l'attraction devraient dire que non, pas du tout, c'est génial. Mais non, franchement, non, objectivement, ça me stresse, ouais. Ça me stresse. Déjà, physiquement, j'ai galéré après l'accouchement. Autant j'ai très bien vécu la grossesse, mais après l'accouchement, j'avais l'impression de me faire rouler dessus par un camion chargé de pastèques. J'ai été trop mal. Et pour retrouver sa condition physique, pour tenir 1h30 sur scène, waouh, c'est chaud, hein. C'est très difficile. Donc, non, ça m'a énormément inquiétée. Ça m'apaise de plus en plus. Je suis de plus en plus apaisée, mais quand même, il faut rester très vigilante, quoi. Ouais. Et comment tu gères un petit peu tous ces doutes, ces peurs? Moi, ce qui m'aide, c'est d'essayer de pas me poser de questions. Je m'en suis beaucoup posée, j'ai beaucoup douté et ça me ralentit vraiment trop fort. Donc, je fonce. Pour l'instant, je fonce. Et si ça s'écroule à un moment, là, je réfléchirai, je me repositionnerai, mais là, il faut foncer. J'ai pas le temps un bébé, ça oblige à penser à court terme, à savoir, hop, à 17h, il y a la crèche, là, je vois à quelle heure il est, je peux faire ce podcast là maintenant, je vais peut-être avoir 20 minutes, je vais commencer à écrire ma chronique pour mardi, clac, clac. Mais c'est que du court terme. Donc, faut foncer. C'est ça. Et là, t'as ton spectacle en ce moment, oui. Et donc tu vas partir en tournée en France? Oui, je pars demain. Waouh. À Plestin-les-Grèves. Oh, je vous fais voyager. Et puis, non, je pars tous les week-ends, en fait. Et donc ton petit vient avec toi les week-ends? Et oui, enfin demain, ça va être la première nuit où il sera pas avec moi. Okay. Mais samedi, le papa et lui me rejoignent sur une date justement pour pas qu'il reste 2 nuits sans moi non plus, quoi. Ouais, c'est aussi dur de naviguer cette petite séparation au fur et à mesure parce que là t'es en sevrage d'allaitement. Tu le vis bien? Il faut le vivre. Je me dis, en fait là c'est pour lui que je le fais. Je me dis, il faut qu'on coupe un peu le cordon, lui et moi. Enfin non, on va pas du tout couper le cordon, mais il faut au moins qu'il se détache du sein pour pas souffrir, en fait, parce que je suis malgré moi je dois travailler. Donc il faut qu'on puisse le faire de façon apaisée, sainement. Ce détachement du sein pour que il puisse se faire garder, ne serait-ce que juste par son papa, et en étant plus serein, quoi. Et tu dirais vraiment que la maternité post-grossesse, ça t'a inspiré aussi pour ce que tu proposes dans tes spectacles? Oui. Pour tes futurs projets? Bah oui, c'est sûr. Ça inspire énormément, même si je suis un peu dégoûtée de m'auto-ranger dans la case mère. Mais en fait, elle est beaucoup plus complexe que ce que j'imaginais, cette case. Elle est assez passionnante. C'est vraiment un nouveau monde qui s'ouvre et qui est très, très loin de ce que j'imaginais. Donc, je suis assez d'accord pour l'explorer profondément et peut-être en parler, mais même d'un point de vue presque philosophiquement, en fait, parce que on a fait beaucoup de blagues sur l'état du corps, machin, enfin... Bon, et puis sur l'autodérision qu'on a par rapport à nos enfants et tout ça, mais quand même sur le monde, sur la vulnérabilité que ça engendre. Moi, je me suis jamais sentie autant vulnérable que depuis que j'ai un bébé. Et puis le manque de filtre émotionnel, cette espèce d'empathie pour l'univers, en fait, c'est incroyable. Je veux dire, si on touche à un enfant, j'ai l'impression qu'on touche au bien. Je suis devenue beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sensible, beaucoup plus connectée, en fait, au vivant, hein, je crois.
T'aimerais partager quoi à toutes les mamans qui nous écoutent? Ah, les mamans qui, j'ai envie de dire bravo, hein, franchement, j'espère qu'on vous dit suffisamment bravo. Et si on vous le dit pas, moi, je vous le dis, vous êtes exceptionnels. Franchement, vous faites de votre mieux tout le temps, vous êtes exceptionnels, bravo. Merci, vu que je suis une maman. Pas de rien, c'est cadeau. Justement, donc ton dernier spectacle qui s'appelle Une nuit avec, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Tu parles d'insomnie, de retraite, de Aya Nakamura, tu parles un peu de tout. C'est quoi le concept derrière, la genèse de l'idée, tout ça? La genèse, c'est que moi, je suis très insomniaque et j'ai constaté que les passages de stand-up étaient constitués comme des insomnies. Et donc, j'ai voulu faire de l'insomnie le cadre de mon spectacle de stand-up. Voilà. Très cool. Comment ils vivent tes parents ce succès-là, avec les peurs qu'ils avaient peut-être Franchement, je pense, là, mon père commence à être fier. Mais ils seront toujours inquiets. Mais ils sont quand même assez, ils sont assez fiers du fait que, et contents du fait que je suis autonome, épanouie dans ce que je fais, et voilà, et c'est super. Ils sont plutôt contents, franchement, ça va, ça se passe bien. Est-ce que tu comprends maintenant que t'es maman l'inquiétude justement associée à... Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais après, moi j'aurais tendance à dire, je pense que je suis un peu le genre de mère sacrificielle. Qui dit fais absolument ce que tu veux et qui essaiera de subvenir à ses besoins quoi qu'il en coûte, et s'il veut ne pas bosser pendant 15 ans il le fera pas, quoi, en fait. On verra. T'aimerais dire quoi à ceux qui aimeraient peut-être être artistes et qui ont peur d'instabilité, peur de jamais y arriver aussi, d'avoir un rêve et de jamais le toucher? Ouais, moi je pense que il faut que ça soit, je pense que je ne vais pas les encourager. En toute honnêteté, non, je pense que ça doit être une vraie nécessité. Et que quand c'est une nécessité, ça devient pas courageux de faire ce choix, parce que c'est une nécessité. Et voilà, je veux dire, on n'a pas le courage de manger. On mange parce que c'est une nécessité. Et là, c'est la même chose. Il faut que ça soit une nécessité. Et c'est parce que c'est trop difficile, c'est trop laborieux, c'est trop déceptif, pour s'y hasarder et faire ça comme ça. Il y a tellement de sacrifices, tellement c'est tellement éprouvant physiquement aussi, qu'il faut que ça soit une nécessité. Voilà. Est-ce que toi, t'as des moments dans tout ton parcours qui t'ont marqué positivement, négativement, des choses vraiment qui te restent aujourd'hui? Ouais, plein. Je pense que positivement, le fait de se sentir profondément aligné, d'avoir tellement souffert pendant longtemps de ce métier, et tout d'un coup d'être avant de monter sur scène, de pas avoir le trac, de se sentir légitime et aligné avec ce que je dis, ça a été un tel bonheur, un tel soulagement que ça va rester, c'est ancré, et c'est ce chemin-là que je décide d'emprunter. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de tout désacraliser, les victoires comme les échecs, et de me dire que ça faisait partie d'un quotidien, et c'est ça aussi qui m'aide à relativiser. Donc j'essaye de pas trop marquer les choses qui m'ont cassé, ou au contraire glorifié, en fait, parce que c'est aussi ça qui protège beaucoup. Se dire oh non, mais c'est comme aller au boulot. Voilà, il faut que ça, enfin pour moi, il faut que ça soit ça, sinon c'est trop dévastateur. Et aussi, ça peut me tourner la tête, parce que si je vis un succès, je peux aussi ne plus me sentir. Voilà. On aime bien faire un petit jeu, Laura, en fin d'épisode. C'est des questions, donc tu peux choisir la réponse qui te correspond le plus. Est-ce que t'es plutôt 20 minutes de stand-up ou 20 minutes de sieste pour t'énergiser? 20 minutes de stand-up. Ouais. Plutôt méditation ou hurler dans un coussin après une rude journée? Hurler dans un coussin. Écrire un sketch quand t'as pas d'inspiration ou gérer une crise de larmes interminable? Gérer une crise de larmes interminable. Hein. C'est moins pire. La maternité pour toi, c'est une source inépuisable d'inspiration ou un trou noir cosmique? Oh, une source inépuisable d'inspiration. Et c'est quoi le plus gratifiant? Une standing ovation ou l'éclat de rire de ton petit loup? Franchement, non, il faut que les deux coexistent. Je ne choisirai pas. Je veux les deux, moi. On aime. T'es plutôt mojito ou apérol? Mojito. Yeah. Et t'es plutôt maman blasée après coup ou maman gênante? Maman gênante, de ouf, c'est clair. Aucun second degré. Et pour finir,
plutôt entendre « Maman, t'es la meilleure » ou « Laura, t'es la plus drôle ». Oh, waouh! Oh, maman, t'es la meilleure. Je pense que rien que tu l'as dit là, je me suis projetée, j'ai eu envie de chialer. Donc, C'est waouh! bon. Super. Bah écoute, ma dernière question pour toi, Laura, aujourd'hui, c'est quoi ton mot de la fin pour cet épisode? Franchement, déjà, merci de m'avoir reçue. Tu es un Merci à petit toi. rayon de soleil. Oh, c'est adorable. Et vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et le mot de la fin, je dirais, moi, je ne sais pas dire autre chose que travailler à vos rêves. J'aime, c'est beau. Merci infiniment, Laura. Je vais mettre tes informations en description avec tes spectacles et tous tes réseaux. Merci beaucoup, c'est un honneur pour moi de t'avoir reçu. Oh, mais merci à toi de m'avoir invitée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si tu veux aller encore un peu plus loin, tu peux liker cet épisode, le partager, nous laisser un commentaire et n'hésite pas à aller faire un tour sur toutes nos autres plateformes. À la semaine prochaine pour transformer ta vie, un épisode à la fois.